Appareil inconnu. Vous avez 60 secondes pour changer de cap et vous éloigner du solstice, ou nous serons contraints d'ouvrir le feu. C'est votre dernier avertissement. La voix, sèche et électrisante, crachota dans le casque radio, tranchant le silence tendu qui régnait à bord du porte-avions. Sous la surface de l'océan, la flotte resserrait déjà sa formation. Les systèmes d'armement s'allumaient les uns après les autres, prêts à tirer. Puis, sans prévenir, une autre voix se fit entendre. Unique, calme, une voix si nette qu'elle déchira le grésillement des ondes comme une lame. Elle ne prononça qu'un seul indicatif radio, et en un instant, la tension se dissipa. Ceux qui s'apprêtaient à tirer se redressèrent, mains suspendues, comme pour saluer. Qui était-elle, et comment un seul mot pouvait-il figer toute une flotte en plein élan? Si comme moi vous pensez que la véritable autorité ne fait pas de bruit, mais se reconnaît à son seul écho, restez bien jusqu'au bout de cette histoire. Tapez le nom de votre ville dans les commentaires et préparez-vous à découvrir comment une légende revient toujours chercher sa place dans le ciel. On la connaissait autrefois sous le nom de commandante Celia Marlowe, 43 ans, qui dominait sans partage les cieux au-dessus de la flotte du Pacifique. Pilote d'élite et stratège hors pair, on la surnommait Spectre Viper, un nom bâti sur des missions si profondément classifiées que même ceux qui avaient combattu à ses côtés ne devaient pas savoir. Elle avait disparu du service actif 5 ans plus tôt, officiellement à cause d'une mise à la retraite médicale après un accident d'entraînement qui lui aurait laissé des douleurs chroniques. Mais parmi ceux qui l'avaient réellement vue à l'œuvre, la vérité sonnait plus discrète. Trop de missions impossibles, trop de secrets pour une seule personne. Aujourd'hui pourtant, elle revenait, envoyée directement par le Pentagone, mais pas dans l'uniforme qu'elle avait autrefois porté. En civil, comme simple analyste chargé d'un audit surprise sur la capacité de réaction des défenses aériennes du groupe aéronaval. Sa mission ? Vérifier si la flotte était vraiment capable de détecter et d'intercepter une menace furtive. Celia volait seule aux commandes de son propre L-39 Albatros, un vieux jet d'entraînement qu'elle avait elle-même modifié pour en faire une pièce unique, rapide et imprévisible. Aucun plan de vol déposé, aucun transpondeur militaire, aucun avertissement donné au radar du solstice. Rien d'autre qu'un point inconnu qui glissait droit vers une zone interdite. Mais ce n'était pas juste une silhouette parmi les nuages. Devant elle se dressait le solstice, porte-avions de classe Orion, fierté de la marine et théâtre de ses plus belles victoires. Dans la brume du matin, la silhouette massive du navire fit remonter en elle des souvenirs soigneusement enfouis. C'est de son pont qu'elle avait décollé pour sa dernière mission officielle, une opération de sauvetage qui avait permis de ramener 12 marines coincées derrière les lignes ennemies. Son ailier n'était jamais revenu. Dans ses entrailles, on murmurait encore son nom à voix basse, comme une histoire qu'on ne racontait qu'entre initiés. Spectre Viper, la pilote fantôme qui apparaissait et disparaissait au gré du vent. Aujourd'hui pourtant, c'était elle qu'on traquait. Elle, survolant ses anciens ponts, désormais pourchassée par les pilotes qui avaient grandi avec ses tactiques en guise de manuel. À mesure qu'elle se rapprochait, les officiers de veille devinrent nerveux. Chaque seconde renforçait la certitude que cette approche n'était pas un hasard. Une trajectoire si précise exécutée avec une telle aisance, aucun pilote amateur ne pouvait connaître leur système aussi intimement. À bord du centre des opérations aériennes du solstice, le commandant en second ordonna sans trembler « Faites décoller la patrouille d'alerte ». Il avait vu des dizaines d'interceptions, il connaissait la procédure par cœur, identifier, avertir, écarter. Sur le pont, 2 F-22 Raptor rugirent, décollant en formation parfaite dans le ciel pâle. À bord de l'un d'eux, le lieutenant Nathan Cole, indicatif Raptor 1, observait déjà la silhouette de l'intrus sur son radar. Il sourit, pensant qu'il ne s'agissait que d'un vétéran un peu fou ou d'un amateur en mal de sensations. Il n'imaginait pas que celle qu'il pourchassait avait écrit les règles qu'il appliquait aujourd'hui, ni que c'était elle qui avait formé une partie des instructeurs actuels. À côté de lui, son ailier, Raptor 2, verrouilla sa position avec la précision d'une montre suisse. Tous deux étaient armés, comme le voulait le protocole, prêts à tout. Sur la fréquence ouverte, Nathan lança d'une voix claire et assurée « Appareil inconnu, ici patrouille Raptor 1. Vous entrez dans une zone interdite, identifiez-vous et corrigez votre cap immédiatement. » Dans le cockpit du L-39, Celia entendit chaque syllabe, mais elle resta muette. Ses yeux balayaient déjà la formation ennemie, admirant leur discipline, leur posture, leur charge utile. Elle sourit intérieurement. Leur interception était parfaite, sa propre interception. Elle se contenta de serrer le manche et continua sa route. Après 30 secondes, la voix du lieutenant se fit plus tranchante. « C'est votre deuxième avertissement. Vous avez 60 secondes pour obtempérer. » Dans le centre des opérations du solstice, les opérateurs bruissaient d'activité. Les armes attendaient juste un ordre. À côté, Raptor 2 laissa filtrer un léger rire dans son micro privé. « Nate, tu penses ce que je pense ? Civil avec un grain, peut-être ? Dans tous les cas, on la sort d'ici et la garde côtière ramassera les morceaux. » À la radio, un officier ordonna sèchement « Raptor 1,
Si elle ne répond pas dans 30 secondes, feu vert pour un tir d'avertissement. Dans son cockpit, Nathan dut relire 3 fois l'ordre avant de répondre « Escorte, monsieur, elle est civile. Négatif Raptor 1. Ce jet opère sous autorisation au-delà de votre niveau de sécurité. Formation d'honneur et assurer son approche en toute sécurité. » À travers la verrière de son jet, Nathan croisa le regard de son ailier. Tous deux demeuraient sous le choc. Comment un simple indicatif pouvait-il renverser la mission en 1 seconde? « Tu as entendu, Raptor 2 ?» Honorifique, oui. Mais je n'y crois pas. Célia ajusta tranquillement son cap, glissant dans le corridor d'approche du solstice. À ses côtés, les 2 Raptors adoptèrent une position impeccable, l'encadrant comme une reine de retour sur son trône. Sur le pont, les marins se massaient déjà le long des garde-corps pour assister à ce spectacle inhabituel. Dans les entrailles du navire, la chef du renseignement, commandante Aline Novak, consultait frénétiquement les dossiers sécurisés. Les mots « spectre vipère » apparaissaient sur des rapports si secrets qu'ils en devenaient presque légendaires. Ces missions n'avaient jamais existé officiellement. Ces réussites n'avaient jamais été célébrées. Mais chaque ligne de son dossier mentionnait la même annotation, en gras, autorisation présidentielle requise pour en discuter. Nathan reprit la parole, sa voix presque tremblante cette fois. « Spectre vipère, ici Raptor 1. C'est un honneur d'assurer votre escorte. » La voix de Célia répondit, douce, avec une pointe de chaleur. « Merci Raptor 1. Votre interception était parfaite. Vos instructeurs seraient fiers. » Nathan sentit sa gorge se serrer. Quelque chose dans son ton lui donna la sensation qu'elle savait exactement qui l'avait formé, et qu'elle n'avait jamais cessé de surveiller ses protégés. Sur le pont du solstice, la nouvelle s'était propagée comme une onde de choc. « Spectre vipère ». Ces 2 mots suffisaient à faire taire toute conversation. Les marins, jeunes et anciens, abandonnaient leurs tâches pour gagner un hublot, une écoutille, un bout de rambarde. Dans la salle de commandement, l'amiral Rowe observait par la baie vitrée la petite silhouette du L-39 glisser dans l'air, encadrée par ses Raptors. Il savait que ce retour n'avait rien d'une visite de courtoisie. Quand Spectre Vipère réapparaissait, c'était toujours parce que quelque chose d'important se préparait. Sur la passerelle, la commandante Aline Novak avait les yeux rivés sur son écran. Elle n'en croyait pas à ce qu'elle lisait. Son adjoint s'approcha à voix basse. « Madame, la majorité de ces données dépassent nos niveaux d'accréditation. Mais ce que nous pouvons voir, ces missions, elles n'ont jamais officiellement existé. » La main d'Aline resta figée sur la souris. Des exfiltrations derrière des lignes ennemies, des reconnaissances en territoire hostile, des opérations d'essai qui avaient repoussé les limites de ce que même la marine jugeait possible. Et toujours la même note sur les dossiers, accès restreint, autorisation présidentielle exigée. Plus bas, Aline lut une date et blêmit. Les rapports correspondaient à des événements géopolitiques majeurs, pourtant jamais officiellement attribués aux forces américaines. « Monsieur le capitaine » appela-t-elle, « vous devriez voir cela. » Le capitaine Marceau, commandant du Solstice, s'approcha et à mesure qu'il déchiffrait les lignes, son visage se durcit. « Vous me dites qu'on a failli abattre quelqu'un qui vole pour le Pentagone depuis 5 ans sur des missions fantômes ?» Aline hocha la tête. « Oui, monsieur. Et le dernier rapport la place sous une mention codée. Projet classifié, même moi je n'ai pas l'accréditation pour y accéder. Sur le pont d'envol, la foule grossissait. Un groupe de jeunes matelots, les yeux écarquillés, chuchotaient autour d'un vieux maître-chef, l'air grave et songeur. « Chef !» demanda l'un des plus jeunes. « Pourquoi maintenant? Pourquoi elle revient ?» Le maître-chef Armand Roche ne détourna pas les yeux du ciel. Ses traits burinés trahissant un respect presque religieux. « Quand Spectre Vipère revient, dit-il lentement, c'est jamais juste pour serrer des mains. Ça veut dire que quelque chose se prépare. Quelque chose qu'on n'est pas encore prêt à affronter. » Les jeunes échangèrent des regards nerveux. Le silence retomba aussitôt. Sur la passerelle, Rowe décrocha son combiné sécurisé. À l'autre bout, une voix sèche et pressée. « Ici le Pentagone. Confirmation de l'arrivée de la commandante Marlowe. »« Confirmé, » répondit Rowe. Son indicatif a été validé. Elle est en approche. Un soupir, puis la voix reprit, plus grave encore. Phase 1 engagée. Maintenez le protocole, elle saura quoi faire. Sur le radar du centre aérien, le L-39 entra dans le corridor final. Les Raptors restaient à ses côtés comme des gardes du corps. Dans leur cockpit, Nathan et son ailier se regardaient dans le coin, encore sonnés par ce qu'ils venaient d'entendre. Nate souffla son ailier sur la fréquence sécurisée. « Tu te souviens ce que disait notre instructeur, à Top Gun, sur cette pilote qui débarquait parfois aux entraînements et réussissait des manœuvres que même la physique ne comprenait pas? Tu crois que... »
Je commence à croire que c'était elle, ouais, répondit Nathan. En dessous d'eux, le solstice se préparait à l'accueillir. Sur le pont d'envol, les officiers de signalisation redressaient la tête. Les instructions étaient claires, la recevoir comme une chef d'État. La routine ordinaire des appontages avait laissé place à une solennité inhabituelle. Célia ajusta ses manettes avec une précision tranquille. Le pont se rapprochait, et avec lui les souvenirs. La dernière fois qu'elle avait posé les roues ici, c'était en ramenant des informations qui avaient empêché une guerre dont personne ne parla jamais. Une autre fois, c'était après avoir exfiltré un pilote abattu dans un pays qui n'existait même pas sur les cartes. Mais aujourd'hui, ce n'était ni une extraction, ni un adieu. Aujourd'hui, c'était un commencement. Le contact des roues fut propre, net. Le câble d'arrêt se tendit et libéra la pression dans un crissement. Le jet s'immobilisa. La verrière se releva dans un sifflement, révélant le visage déterminé de la pilote. Devant elle, le capitaine Marceau l'attendait, escorté d'une garde d'honneur. Derrière lui, des rangées de marins, officiers et mécaniciens, debout, silencieux. Tous regardaient celle dont la légende avait bercé leurs années de formation. Celle dont le nom seul suffisait à imposer le silence dans une salle. Marceau s'inclina légèrement. « Commandante Marlowe, dit-il avec solennité, bienvenue à bord du Solstice. » Elle descendit de l'avion avec élégance et salua à son tour. « Merci, capitaine, répondit-elle, sa voix résonnant avec la même autorité tranquille qui avait arrêté la flotte en plein vol. Mais il y avait dans son ton une nuance nouvelle, comme si ce retour portait un poids plus grand que la simple mission. Non loin, Nathan et son ailier coupaient les moteurs de leurs Raptors encore abasourdis. Ils descendirent de leur cockpit, hésitant à s'approcher. Nathan finit par faire quelques pas, mal assuré. « Madame, lança-t-il enfin, plus timide qu'il ne l'aurait voulu. Je voulais juste dire, désolé pour l'interception. Si on avait su... » Elle le fixa un instant, puis esquissa un sourire presque complice. « Rien à excuser, lieutenant. Vous avez suivi la procédure. Votre formation était exemplaire. Qui vous a instruit ? Commandant Lefebvre, madame ? Un choix solide. Dites-lui que Spectre Viper pense qu'il forme d'excellents pilotes. » Les yeux de Nathan s'arrondirent. Ce nom, il l'avait entendu maintes fois dans les cours de Lefebvre, toujours prononcé avec une forme de respect qui confinait à la crainte. Et aujourd'hui, il se tenait face à elle. Ce fut le maître-chef Roche qui brisa le silence en s'approchant avec quelques jeunes matelots dans son sillage. Certains semblaient nerveux, d'autres curieux, mais tous respectueux. « Madame, dit-il simplement, c'est un vrai honneur de vous voir revenir sur ce pont. » Elle fit un lent tour d'horizon, ses yeux s'arrêtant sur chaque visage, certains qu'elle reconnaissait, d'autres trop jeunes pour avoir connu ses exploits. Mais tous portaient cette même étincelle dans le regard, celle qu'on réserve aux légendes. Pendant des années, elle avait vécu dans l'ombre, accomplissant des missions qui n'existaient sur aucun rapport. Dans ce métier, le succès se mesurait en silence. On ne cherchait ni reconnaissance ni acclamation, mais aujourd'hui c'était différent. Aujourd'hui le fantôme était revenu et le silence avait laissé place à quelque chose de plus vibrant. Le murmure s'élevait à travers chaque couloir, chaque salle de briefing, chaque hangar. Spectre Viper était de retour, et chacun le sentait. Rien ne serait plus tout à fait comme avant. L'amiral Rowe accompagna personnellement Célia dans une visite complète du solstice. Mais ce n'était pas une promenade de courtoisie. C'était la mission pour laquelle elle avait été envoyée. Évaluer la préparation réelle de la flotte, mesurer si les protocoles pouvaient encore tenir face aux menaces modernes. Sauf que désormais, chaque département avait à cœur de lui montrer son travail comme pour prouver qu'ils étaient dignes de celle dont ils appliquaient encore les principes. À chaque étape, elle constatait les traces de son propre héritage, inscrites dans l'acier du navire et dans les habitudes de ses occupants. Dans le centre des opérations aériennes, elle fit un tour d'horizon des écrans et des schémas lumineux. « Vos protocoles d'interception ont bien évolué depuis ma dernière venue », remarqua-t-elle. « La coordination entre radar et unités aériennes est fluide. Qui a retravaillé vos matrices de menaces ?» L'amiral Rowe esquissa un sourire en coin. « Une drôle de coïncidence ? Tout est basé sur vos dernières recommandations. Il a fallu 5 ans pour décrocher les financements, mais on a fini par y arriver. » Ses yeux se posèrent sur l'écran central, qui affichait en temps réel la trajectoire de patrouilles en cours. Elle reconnut des choix techniques, des options de réponse qui autrefois n'étaient que des croquis dans ses notes. Aujourd'hui, elles étaient pleinement opérationnelles. Partout où elle passait, la scène se répétait. Des mécaniciens expliquant fièrement les réglages qu'elle avait imaginés, des pilotes suivant des trajectoires qu'elle avait dessinées,
Des opérateurs exécutant des routines de communication qu'elle avait elle-même conçues. Chaque fois, elle s'arrêtait pour leur poser des questions, pour suggérer des améliorations. Et toujours la même séquence. D'abord de la timidité, puis de la fierté, puis une rafale de questions de leur part, sur la manière de pousser encore plus loin. À ses côtés, le lieutenant Nathan Cole restait silencieux. Officiellement, il était son escorte pour la journée. Officieusement, il buvait ses paroles, encore incrédule de marcher à côté de celles dont il avait appris les manœuvres dans des salles de classe. À un moment, alors qu'il remontait le pont en direction des hangars, il osa enfin poser la question qui lui brûlait les lèvres depuis des heures. « Madame, quand vous avez écrit les procédures d'interception, et vous aviez déjà imaginé un scénario comme aujourd'hui ?» Elle s'arrêta, son regard perdu un instant dans l'horizon, puis elle hocha lentement la tête. « Je les ai écrites en pensant qu'un jour, quelqu'un comme moi aurait besoin d'approcher ce navire sans prévenir. Je n'avais juste pas prévu que ce serait moi qui mettrais ce plan à l'épreuve. » Il inspira profondément, puis murmura « Ces missions, celles dont personne ne parle, c'était comment ?» Cette fois, elle ne détourna pas la question. « Solitaire. Quand tes missions n'existent pas officiellement, personne ne célèbre tes victoires. Et quand ça tourne mal, tu n'as personne pour porter le poids avec toi. Alors tu le portes seul. Tu finis par devenir ce poids. » Ce soir-là, sans cérémonie officielle, un rassemblement improvisé eut lieu dans le hangar principal. Les marins, les pilotes, les officiers, tous se retrouvèrent autour d'elle comme autour d'un feu de camp. On annonça qu'elle dirait quelques mots. Mais ce qui suivit fut bien plus qu'un simple débriefing. C'étaient des histoires, des souvenirs. Elle raconta comment elle avait traversé des lignes ennemies pour sauver 3 marines coincés dans un hélicoptère en flammes, volant un appareil que les ingénieurs juraient incapables d'aller si loin. Elle évoqua une mission de reconnaissance qui avait permis de désamorcer une crise avant même que les journaux ne flairent le danger. Elle évoqua des vols d'essai où elle avait poussé son avion et son propre corps à la limite de ce qui était humainement supportable. Mais le moment où la salle tout entière retint son souffle, ce fut quand elle se tourna vers les plus jeunes. « Il y a 5 ans, dit-elle, j'ai cru que quitter le service actif, c'était dire adieu à cette famille. Je me trompais. Chaque mission que j'ai volée depuis, chaque risque pris, chaque nuit passée seule dans un ciel hostile, c'était pour préserver ce que nous avions construit ici. » Elle balaya la foule du regard, une mosaïque de visages tendus, fiers, attentifs. Ce navire, cette mission, cette équipe, c'est pour ça que ça vaut le coup de revenir. C'est pour vous. Les applaudissements éclatèrent dans un grondement sourd, résonnant contre les parois métalliques du hangar. Pourtant, c'était ce qui suivit qui comptait encore plus. De petits groupes se formèrent, les plus anciens racontant leurs souvenirs aux plus jeunes. Des chefs mécaniciens prenant à part des recrues pour leur montrer un détail technique. Des pilotes comparant des notes de vol, se partageant des anecdotes, affinant déjà leur stratégie pour demain. Quand la soirée toucha à sa fin, Nathan revint vers elle une dernière fois. « Madame, vous allez rester ?» Elle posa un long regard sur le hangar, les jets alignés comme des sentinelles, les visages autour d'elle et répondit « Pour un moment, oui, il y a encore des procédures à tester, des pilotes à former. Et j'ai comme le pressentiment que le Pacifique aura bientôt besoin de Spectre Viper à nouveau. » Peu à peu, la foule se dispersa. Mais elle resta là, droite dans sa combinaison de vol, le regard perdu vers la ligne d'horizon où le soleil disparaissait, teintant la mer d'ambre et de rouge sombre. Demain, elle repartirait, retournerait dans les ombres sur les missions dont personne ne parlerait. Mais ce soir, elle n'était pas un fantôme. Ce soir, elle était chez elle. 6 mois plus tard, la flotte du Pacifique opérait avec une précision aérienne que bien des états-majors étrangers enviaient en silence. Mais plus encore que ces systèmes ou ces avions, ce qui avait changé profondément, c'était son état d'esprit. Chaque escadrille, chaque groupe sur le pont, chaque officier semblait travailler avec la mémoire de ce jour où une voix seule avait suffi à arrêter le ciel. Le lieutenant Nathan Cole, désormais promu commandant de son escadron, conservait l'enregistrement de l'échange radio de ce matin-là sur son terminal personnel. Pas comme un simple souvenir, mais comme un avertissement permanent. À chaque nouvelle promotion, à chaque nouveau jeune pilote qu'il formait, il commençait toujours le briefing par ces mots. Ne sous-estimez jamais une fréquence inconnue. Ce jour-là, la radio n'a pas reconnu son autorité parce qu'elle avait un code. Elle a reconnu sa voix parce qu'elle était la fréquence elle-même. Elle avait écrit ses propres ondes.
Et à chaque fois, dans la salle de briefing, les regards des jeunes recrues se faisaient plus sérieux. Au cœur du centre de renseignement du solstice, on avait d'ailleurs instauré un protocole baptisé Spectre, un système discret, capable d'identifier les signatures de numérique des opérateurs autrefois fantômes, pour qu'aucun architecte des défenses ne soit jamais bloqué hors de son propre ciel. Mais plus important encore, ces protocoles rappelaient une chose que les ordinateurs ne pouvaient coder. L'autorité ne se décrète pas, elle se mérite. Chaque année, à la date anniversaire de son retour, la flotte avait commencé une nouvelle tradition, Journée des ailes invisibles, une cérémonie sans grande pompe, où l'on rendait hommage à ceux qui avaient volé entre les lignes, repoussé les limites et forgé des héritages invisibles. Des instructeurs silencieux, des testeurs oubliés, des opérateurs dont les missions n'apparaissaient jamais dans les communiqués. À chaque édition, la commandante Marlowe prenait la parole, pas pour parler de décoration ni de gloire, mais pour rappeler ce que voler signifiait vraiment. Quand vous montez dans un cockpit, disait-elle, vous ne volez pas seulement pour aujourd'hui. Vous entrez dans une fréquence, celle qui protège des inconnus dans des endroits que vous ne verrez jamais, longtemps après que vos ailes auront été rangées. Elle portait toujours ses ailes, bien qu'aucune autorité ne les lui impose plus. Certains pilotes ont besoin d'une autorisation de la tour, d'autres sont l'autorisation même que le ciel attendait. Et les jeunes dans la foule comprenaient. Chaque mot résonnait en eux comme une promesse, un avertissement et un héritage à la fois. Certains d'entre eux, un jour, seraient les nouveaux noms murmurés dans les salles de briefing. Quand la cérémonie se terminait, elle sortait seule sur le pont d'envol qu'elle avait autrefois quitté, et où désormais elle revenait discrètement. Elle regardait les F-22 prêts à bondir au moindre signal. Et elle savait qu'aujourd'hui, ils étaient aussi formés à écouter autre chose. Pas seulement des codes d'accès, mais des voix qui portaient la véritable légitimité. Dans le hall du carré des officiers, une petite plaque avait été discrètement apposée au mur. Pas de projecteur, pas de discours, juste quelques mots gravés à ceux qui volent au-delà des cartes, qui n'ont jamais cessé de veiller sur notre 6. Les légendes ne s'éteignent pas, les voix ne mentent pas, et le ciel n'oublie jamais. Parce que lorsque votre indicatif devient une légende, les autorisations ne comptent plus. Et lorsque votre légende n'a jamais quitté la fréquence, c'est qu'aucune autorisation n'a jamais été nécessaire. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Vous faites désormais partie de notre communauté d'histoires vraies, du quotidien. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. On adore lire vos messages venus des 4 coins du monde.